La mort demeure un phénomène en soi mystérieux, un sujet quasi tabou dans nos sociétés occidentales. Mais que penser quand la personne décédée est passée dans l'autre monde dans des circonstances tout à fait nébuleuses, sans explication logique, sans cause naturelle apparente? Tous ces morts forment-ils une cohorte qui nous entraîne inexorablement dans les profondeurs les plus troubles de la pensée humaine? Ces légendes prennent-elles racine dans les rêves les plus terrifiants? Vers 1h15 du matin, le constable Crawford se présente à un modeste appartement de l'avenue King Edward. En voyant arriver le policier, un homme d'origine latine l'invite à se rendre jusqu'à la chambre du fond. L'agent Crawford s'avance jusqu'à la chambre où un jeune homme à demi nu est étendu inconscient. Le personnel médical sur place vient tout juste de terminer les manœuvres de réanimation, sans succès. Dans un anglais où perce un fort accent espagnol, le père du jeune homme explique au policier qu'il se nomme Diego Diaz et qu'il vient tout juste de libérer son fils Walter de l'emprise du démon. Chaque année, des millions d'hommes et de femmes décèdent de causes naturelles ou par accident. De ce nombre, une poignée trouve la mort dans des circonstances inexplicables. Des circonstances si étranges que certains seraient tentés de parler de causes surnaturelles. La littérature sur les phénomènes paranormaux abonde de récits fantastiques qui mettent à rude épreuve nos propres convictions. Pour les sceptiques, l'absence de preuves matérielles est le maillon faible de ces histoires. Mais lorsqu'il y a mort d'homme, les choses se compliquent. Doit-on alors parler de malédiction, de forces obscures, de sorcellerie ou de simples coïncidences? En 1922, dans la vallée des Rois, en Égypte, l'archéologue anglais Howard Carter découvre le tombeau intact du jeune pharaon de la 18e dynastie, Toutankhamon. Dès l'ouverture du sépulcre, ses ouvriers l'informent qu'une malédiction pèse sur le tombeau. Quiconque en violera l'accès mourra prématurément. Dans les semaines qui suivent, Lord Carnarvon, le principal bailleur de fonds de l'expédition Carter, est piqué par un moustique. La piqûre s'infecte et Carnarvon doit retourner au Caire. Il meurt le 5 avril 1923. C'est le début de la malédiction du pharaon. Bientôt, c'est au tour de George Benedict, égyptologue attaché au Louvre, de trouver la mort après une visite au tombeau. Il est suivi par son homologue américain, Arthur Mace. Se succèdent ensuite le frère et l'infirmière de Lord Carnarvon, le secrétaire d'Howard Carter, Richard Bittell, et le radiologiste Archibald Reed, qui, le premier, a radiographié la momie. On dénombre jusqu'à 27 personnes associées à la découverte du tombeau de Toutankhamon, mortes mystérieusement. Simple coïncidence? En septembre 1955, l'acteur Alec Guinness rencontre le jeune James Dean dans un restaurant de Los Angeles.
La jeune vedette n'a d'intérêt que pour son nouveau jouet, une Porsche 555 Spider baptisée Little Bastard. En voyant la voiture, Guinness est pris d'un étrange malaise. Sans savoir pourquoi, il lance à l'endroit de Dean. Il est maintenant 22 heures et nous sommes le 23 septembre 1955. Si tu montes dans cette voiture, dans une semaine exactement, tu seras mort. À l'annonce de cette funeste prédiction, Dean éclate de rire, se met au volant et file le long d'Hollywood Boulevard. Une semaine plus tard, le 30 septembre, James Dean trouve la mort dans sa Porsche 555. C'est le début de la malédiction de Little Bastard. Au lendemain de l'accident de James Dean, George Barris, le célèbre designer de voitures à qui l'on doit notamment la célèbre Batmobile des années 1960, se porte acquéreur de la fameuse Porsche. Et puis, au moment de la descendre de son fardier, la voiture glisse et va briser les jambes d'un mécanicien. Peu après, un pilote d'auto de course est gravement blessé lors d'une compétition lorsque 2 de ses pneus éclatent. Or, les pneus provenaient de la voiture accidentée de James Dean. En octobre 1956, lors d'une autre compétition de voitures, le pilote William Hendricks est gravement blessé lorsque sa voiture se retourne sur lui. Son moteur provenait de la voiture accidentée de James Dean. Dans la même course, un autre pilote, Troy McHenry, se tue lorsque sa voiture quitte la piste, va frapper un arbre. Or, une partie de la transmission de la voiture avait été refaite à partir de pièces provenant de la voiture accidentée de James Dean. Et puis, peu après, le chauffeur d'un fardier se tue lors d'un accident pour le moins inusité. Son camion quitte la route, va frapper un arbre. Une voiture montée à l'arrière se détache, glisse, écrase la cabine et le chauffeur. Or, la voiture en question, il s'agissait de la carcasse d'une Porsche 555, baptisée Little Bastard. Le 11 juin 1980, le cadavre d'un homme est découvert, juché sur une montagne de charbon en Angleterre. La victime est vite identifiée. Il s'agit d'un immigrant polonais de 56 ans, Zygmunt Jan Adamski. Le corps présente des détails pour le moins singuliers. Son T-shirt et sa montre ont disparu, mais tous ses autres vêtements sont intacts. Seule marque de violence, une étrange brûlure en forme de triangle qui s'étend de la base du crâne jusqu'aux épaules. Mieux encore, le corps semble avoir été déposé sur la montagne de charbon. L'enquête policière révèle que Zygmunt Adamski est disparu de chez lui 5 jours plus tôt. Au dire de sa femme, le 7 juin, Zygmunt est sorti pour aller chercher des pommes de terre. Elle ne l'a pas revu depuis. L'investigation met à jour d'autres détails insolites. Le premier policier à s'être rendu près du corps d'Adamski, le constable Alan Godfrey, est enlevé à bord d'un ovni. L'affaire prend une nouvelle dimension. Zygmunt Adamski a-t-il été assassiné par des extraterrestres? Le 8 novembre 1964, à Upper Darby, en Pennsylvanie, les sapeurs-pompiers répondent à une alerte. Lorsqu'ils arrivent sur place, une épaisse fumée noire s'échappe d'une fenêtre du 2e étage de la maison. Les sapeurs enfoncent la porte. Le spectacle qui s'offre alors à eux les laisse pantois. Sur un fauteuil reposent 2 jambes contre la partie basse de la chaise. Tout le reste du corps est réduit en cendres. Les sapeurs n'ont jamais rien vu de pareil. Au moment de l'incendie, il n'y avait qu'une seule autre personne dans la maison, une fillette d'une dizaine d'années. Interrogée, elle explique qu'elle est allée porter des allumettes à sa grand-mère. Quelques minutes plus tard, elle a remarqué que de la fumée s'échappait sous la porte de la chambre. Elle a appelé, mais sans succès. Elle a ensuite essayé d'ouvrir la porte, mais la poignée était trop brûlante pour être manipulée. Il n'aura fallu que 8 minutes pour que le corps de Helen Conway brûle au point de n'être plus qu'un amas de cendres. Brûlée comme si le feu avait pris naissance à l'intérieur de son corps. Helen Conway a-t-elle été victime d'une combustion humaine spontanée? Techniquement parlant, personne ne meurt vraiment de cause surnaturelle. La cause du décès est toujours liée à des facteurs pathologiques. Arrêt cardiaque, traumatisme crânien, hémorragie cérébrale, etc. En fait, ce n'est pas tant la cause du décès qui est surnaturelle
que les circonstances qui ont provoqué ce décès. Et encore, qualifier de surnaturel ces circonstances est souvent une question de crédulité. Prenons la malédiction des pharaons. Ni le nombre, ni les circonstances de ces décès ne sont réellement inexplicables. Des 22 personnes présentes lors de l'ouverture de la tombe en 1922, 6 étaient mortes en 1934. Une proportion tout à fait normale si l'on considère qu'à l'époque, les étrangers étaient souvent victimes d'infections liées au climat ou encore à l'eau en Égypte. Quant à Howard Carter, le principal découvreur de la tombe, il est décédé en 1939 à l'âge de 66 ans. Le professeur Gardiner, qui a été le responsable de la traduction des hiéroglyphes, est décédé en 1963 à l'âge de 84 ans. Quant au professeur Derry, il est mort à l'âge tout à fait vénérable de 87 ans en 1969. Quant aux autres victimes liées à la malédiction des pharaons, ceux-ci, quoiqu'elles étaient proches des membres découvreurs de la tombe, ces personnes-là n'avaient à peu près rien à voir avec Toutankhamon lui-même. Idem pour la malédiction du Little Bastard. Lorsque John Barris se porte acquéreur de la carcasse, son intention est d'en récupérer certaines pièces pour les recycler sur d'autres voitures. Ce faisant, plusieurs dizaines de pièces sont ainsi réutilisées. Que certaines de ces voitures aient ensuite été impliquées dans des accidents de la route n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est que de la statistique. En ce qui concerne les décès de Zygmunt Jan Adamski ou de Helen Conway, il arrive que les enquêtes policières n'apportent aucune réponse. Et en l'absence de solution, tout devient possible, même l'impossible. Lorsqu'il y a crime, il y a forcément une victime et un coupable. Et c'est ce dernier que les autorités doivent traquer si elles veulent que justice soit faite. Mais comment faire si le suspect est une entité invisible? À l'automne 2001, Diego Diaz et sa femme Anna commencent à s'inquiéter des agissements de leur fils Walter. Celui-ci, d'un tempérament pourtant sociable, se montre plus distant qu'à l'accoutumée. La famille Diaz est venue au Canada depuis le El Salvador environ 5 ans avant les événements de 2001. La famille comprend la mère, le père et 3 enfants, 2 garçons et une fille. La personne qui allait décéder était le fils de M. Diaz, le second enfant de la famille. Il vivait à London, le père était barbier en ville, la mère ne travaillait pas, et la famille fréquentait l'église du 5e jour, qui regroupait essentiellement des immigrants du El Salvador, soit une communauté d'environ 125 membres. Un pasteur veillait sur cette congrégation dont les rites étaient plutôt de nature fondamentaliste. Le service religieux durait environ 3 heures avec beaucoup de musique et de longs sermons qui insistaient sur certaines croyances fondamentalistes de la foi chrétienne. Ils vivaient une vie normale, une vie modeste, ne s'étaient jamais fait remarquer par les autorités, à l'exception du fils aîné, pas celui qui allait subir l'exorcisme, mais le plus vieux qui, lui, avait eu quelques problèmes avec la loi. C'était une source de problèmes. Il avait eu des difficultés avec les stupéfiants et se retrouvait en prison de temps à autre. La fille était une jeune fille ordinaire qui fréquentait l'école secondaire et le jeune garçon, qui allait être victime de l'exorcisme, avait environ 19 ans lorsque ces événements sont survenus. Lorsque Walter commence à agir de manière inhabituelle, les Diaz s'en remettent à Dieu. Ils prient pour leur fils. Mais les choses vont de mal en pis. La famille a commencé à observer un comportement étrange de la part de leur fils. Tout a commencé lors d'un service religieux où on demandait à différents fidèles de prendre la parole. Il est alors monté sur scène, s'est emparé du micro et s'est mis à parler du diable et à dire qu'il fallait prier le diable. Sa voix changeait et cela a vraiment alarmé la famille. Peu de temps après, lors d'un voyage en voiture vers Montréal, le même jeune homme a tenté d'ouvrir la portière pour sauter hors de la voiture. Ses parents ont alors trouvé que son comportement avait tellement changé et qu'il était devenu tellement distant
qu'ils en ont conclu qu'il était possédé par le démon. À ce moment, les relations se sont détériorées, le fils refusant d'écouter ses parents. Le père a alors discuté avec le pasteur de l'Église, puis il a de lui-même pris la décision de se faire aider par l'un de ses amis et de confiner son fils à la maison. Au début, ils l'ont attaché sur une chaise normale de salle à manger, en utilisant de vieilles cravates qui avaient appartenu au père. Le but était de l'immobiliser pour pouvoir prier sur lui afin d'exorciser l'entité ou le démon qui, croyait-il, l'habitait. Les choses se sont enchaînées et il a été maintenu prisonnier durant environ 5 jours. Durant cette période, il a refusé de manger, refusé de boire et, ultimement, il est mort déshydraté. Le couple Diaz et leur ami Alexandro Casta sont immédiatement arrêtés. Au procès pour homicide involontaire, les Diaz maintiennent que leur fils était possédé du démon et que l'exorcisme était le seul moyen de le libérer. Ils seront condamnés à des peines légères. Dans notre système de justice, les croyances religieuses de l'accusé n'entrent pas en ligne de compte lorsque vient le temps de porter des accusations. Là où ça peut entrer en jeu, c'est dans la résolution du cas et dans la sentence qu'ont reçue les accusés, parce que cela expliquait le comportement. La croyance de l'accusé, qui lui croyait sincèrement qu'il faisait quelque chose de bien, n'a aucun poids dans notre système de justice en ce qui a trait à la criminalité d'un acte. On n'accepte pas une défense qui dirait « c'est ma croyance religieuse et c'est bien d'attacher quelqu'un pour exorciser le démon ». En aucun cas, cela ne peut constituer une forme de défense. Quant à savoir si Walter Diaz était réellement possédé du malin, c'est là une question qui va bien au-delà des expertises médico-légales. D'après le rapport d'autopsie, le jeune homme est mort par déshydratation. Mais les légistes n'ont trouvé aucun élément pathologique ni aucune drogue susceptible d'expliquer les étranges comportements de Walter Diaz. Pourtant, lors de l'enquête, des dizaines de témoins ont juré que le jeune homme avait changé du tout au tout, et ce, du jour au lendemain. Pourquoi? Je crois que nous sommes fascinés par un cas comme celui-ci, parce que nous sommes en présence d'un père qui aime authentiquement son fils, qui croit faire tout son possible pour lui, qui croit sincèrement qu'il y a un diable dans ce garçon. En tentant de chasser le démon de ce garçon, il provoque la mort de son propre fils. Un aspect intéressant de cette cause est qu'avant de mourir, le garçon est devenu très calme et serein, et le père a cru que le démon l'avait quitté avant sa mort. Malheureusement, on a pu le sauver parce que la déshydratation était trop sévère. L'affaire Diaz n'est pas sans rappeler l'exorcisme d'Anneliese Michel, une histoire pathétique qui a inspiré le film L'exorcisme d'Émilie Rose. À l'été de 1975, Anneliese Michel, une jeune étudiante de 23 ans, adopte d'étranges comportements. Elle se referme sur elle-même et devient de plus en plus asociale. Autour d'elle, on ne s'étonne pas trop, tant il est vrai qu'Anneliese se plaint depuis plusieurs années d'être périodiquement la proie d'entités malveillantes. Mais en cet été de 1975, les choses tournent au cauchemar. Anneliese a des visions qu'elle attribue à Judas, Caïn, Lucifer et même à Adolf Hitler. Pour ses parents, véritables bigots, ces manifestations ne peuvent être que l'œuvre du diable. Alors, en septembre 1975, à la demande des parents d'Anneliese, l'évêque de Wisbourg, Joseph Stengel, autorise l'exorcisme. Pendant des mois, les deux prêtres exorcistes, Ernst Halt et Arnold Renz, vont soumettre la jeune femme à un rituel incessant. Durant toute cette période, Anneliese, qui refuse de se nourrir, voit son état de santé se désagréger très rapidement. Et puis, le 1er juillet 1976, ses parents la trouvent étendue sur son lit, morte,
Anneliese Michel est morte de déshydratation et de malnutrition. Les 2 prêtres exorcistes et les parents d'Anneliese sont éventuellement accusés d'homicide involontaire et condamnés à des peines légères. Les similitudes entre l'affaire Diaz et l'exorcisme d'Anneliese Michel sont frappantes. Dans les 2 cas, on parle de jeunes adultes souffrant de troubles soudains du comportement et un exorcisme sauvage a entraîné leur décès. Il existe toutefois une différence majeure. Anneliese Michel souffrait d'épilepsie, une pathologie susceptible d'entraîner des hallucinations et des troubles de la personnalité. Rien de tel chez Walter Diaz. Le jeune homme était en excellente santé et l'autopsie n'a rien révélé qui pourrait expliquer ses étranges comportements. Walter Diaz était-il réellement sous l'emprise d'entités invisibles? Victor Farrell n'a pas le moindre doute sur la réalité de ces attaques de l'au-delà. Dans son livre, il soutient avoir été la victime d'agressions répétées de la part d'une entité invisible, une succube, pour utiliser sa propre expression. Un succube est une entité qui vous attaque sexuellement. Avec les femmes, c'est un incube. Avec les hommes, c'est un succube. Mais le ventre peut tourner d'un côté ou de l'autre et devenir mâle ou femelle. Si vous les combattez, ils peuvent se fâcher et devenir vicieux. Éventuellement, ils deviennent une entité démoniaque qui détruit votre corps d'une manière ou d'une autre. Farrell soutient que l'une de ces créatures aurait maintes fois essayé de l'assassiner. À un moment donné, l'entité a tenté de me tuer en mettant le feu à une couverture électrique. J'ai apporté la couverture électrique chez un spécialiste qui l'a examinée et qui n'a jamais trouvé la raison pour laquelle elle avait pris feu. Un autre matin, je me suis levé et elle avait sa main qui écrasait mon cœur. J'ai descendu la rue jusqu'à l'église, non loin de là, et j'ai fait les 100 pas devant, durant environ 2 heures, pour être soulagé. Puis je suis retourné à la maison. Et là, elle a recommencé alors que j'étais assis dans la voiture. Subitement, j'ai ressenti l'urgence d'aller au centre d'achat et au bout d'un moment, l'attaque s'est arrêtée. Elle me serrait le cœur si fort. Peut-être qu'elle aimait la peur qu'elle me faisait à l'époque quand elle m'écrasait le cœur. C'était quelque chose d'épeurant. Au fil des mois, Victor Farrell a appris à lutter contre cette entité. Aujourd'hui, même s'il est encore l'objet de ces attaques sporadiques, il sait maintenant comment s'en protéger. Il porte toujours collé sur son cœur une fiole d'eau bénite, une précaution essentielle, croit-il, pour éviter de mourir de causes surnaturelles. Quand les gens viennent me dire que j'ai trop d'imagination, franchement, ça me fait sourire. Ils sont vraiment ignorants de ce qui les entoure vraiment. Il y a autre chose que la simple réalité physique. Mais comment leur expliquer? On ne peut pas leur expliquer parce qu'ils vont se mettre à rire de vous. Mais ça va. Être attaqué par des démons ou des entités malveillantes, difficile de ne pas entretenir un certain scepticisme. Adhérer à ce scénario équivaut à accepter l'existence de ces agresseurs invisibles, un pas que beaucoup refusent de franchir. Les histoires d'ovnis et de visiteurs extraterrestres se retrouvent dans la même catégorie, sauf qu'ici, l'existence des ovnis semble plus facile à accepter. Si voir un ovni est une chose, être victime de ses occupants en est une autre. Inácio de Souza et sa femme Luisa travaillent sur une exploitation agricole au Brésil. La ferme compte principalement un quartier d'habitation et une piste d'atterrissage pour l'avion privé du propriétaire des lieux, le señor Salvatore Medeiros, qui fait des visites hebdomadaires. Le 13 août 1967, Inácio de Souza et sa femme rentrent chez eux lorsqu'ils aperçoivent une étrange machine posée sur la piste d'atterrissage. Pour résumer, c'est un ouvrier qui, avec sa femme, rentre chez lui, donc on est dans la campagne, et il voit au bord de la route une drôle de forme, je crois que c'était comme une coupole
retourner avec des gens habillés bizarrement. Au départ, d'ailleurs, sa femme pense qu'ils étaient nus. Mais en fait, ils étaient avec une espèce de combinaison qui colle à la peau. Et l'affaire, il y a de la peur qui s'installe, un mauvais mouvement. Ignacio de Souza prend son fusil et tire sur un des personnages. Et il y a un rayon qui sort de l'OVNI, appelons-le comme ça, qui était à côté, et qui touche le témoin. C'est comme une réponse, quoi, je veux dire, à l'agression. Lorsqu'Ignacio se relève, les créatures ont disparu et l'engin commence à s'élever lentement en émettant un bourdonnement semblable à celui d'une ruche d'abeilles. Dans les jours qui suivent, Ignacio est victime d'étourdissement, il a des nausées. Et lorsque son employeur, le seigneur Madeiras, voit son employé dans un si piteux état, il décide de le conduire à Ganoia, une ville située à 180 km au sud-ouest de Brasilia. Le médecin traitant constate que Ignacio a une sorte de brûlure qui va de la tête au tronc en décrivant un large cercle parfait de 15 cm de diamètre. Sur le coup, le praticien croit également qu'il doit s'agir d'une éruption cutanée due à une plante vénéneuse. Mais lorsque le seigneur Madeiras fait au médecin une description de cette étrange rencontre dont a été victime Ignacio, le médecin décide de pousser un peu plus loin ses analyses par des analyses de sel, d'urine et de sang. Et les résultats sont graves. Les jours d'Ignacio sont comptés. Il est atteint d'une leucémie galopante. En fait, Ignacio de Souza décède le 11 octobre 1967, presque 2 mois jour pour jour après sa funeste rencontre avec un ovni. C'est une histoire où le témoin était très bien coté, très bien vu par ses employeurs. C'était quelqu'un de très sérieux et donc pas du tout porté sur les histoires fantastiques. Et puis surtout, il y a cette brusque... en fait, ça fait un peu comme un effet d'irradiation. D'ailleurs, n'étant pas au courant, le médecin qui l'examine dira à un moment donné, il a contracté une leucémie et il en a pour tant de temps. Et je ne sais pas si s'il a eu raison pour la leucémie, mais exactement au moment qu'il avait donné, donc de Souza est mort dans d'atroces souffrances des séquelles de cette mystérieuse maladie attrapée quand il a été touché par ce tout aussi mystérieux rayon, quoi. Le 20 août 1966, des adolescents à la recherche de leur cerf-volant découvrent sur le Morro do Vintém, près de Rio, au Brésil, les cadavres de 2 hommes. Ils portent des complets et des imperméables flambant neufs. À côté d'eux, il y a des masques de plomb de fabrication artisanale, un peu comme ceux que portent des soudeurs. C'est le début de la très mystérieuse affaire des masques de plomb. Les masques de plomb, c'est une affaire qui se passe au Brésil en 1966. C'est dans une petite ville, on retrouve un beau matin un gamin qui va chercher son cerf-volant qui était tombé sur une colline, tombe sur 2 cadavres de gens bien habillés, un peu endimanchés, quoi, et qui avaient sur la tête des masques de protection pour la soudure. Et ces gens-là sont morts. C'est très étrange de trouver une telle scène de crime, quoi. Et l'enquête se faisant, on commence à se rendre compte que ces gens-là étaient venus là pour une sorte de rendez-vous avec quelque chose dont on n'aura jamais l'identité, parce qu'en fait, ils ont laissé des messages qui montrent qu'il fallait qu'ils ingèrent avant de venir tel ou tel produit, qu'ils prennent bien leur masque et puis qu'ils montent sur cette colline pour justement la rencontre. D'après le médecin légiste, la mort qui remontait au 16 ou 17 août était due à des arrêts cardiaques. Mais difficile de croire à des arrêts cardiaques simultanés. Que dire également de la présence de ces ovnis observés à peu près à l'heure des décès? Simple coïncidence? Y avait-il un lien entre ces maîtres initiatiques et la présence d'engins inconnus? Sinon, pourquoi les 2 hommes se seraient-ils munis de ces curieux masques de protection? L'enquête n'a jamais apporté aucune conclusion.
Aujourd'hui, plus de 40 ans après ces événements, l'énigme des masques de plomb reste aussi mystérieuse qu'à la première heure. Le 21 octobre 1978, un jeune pilote australien, Frederick Valentich, décolle de l'aéroport de Melbourne à destination de King Island, dans le détroit de Bass. C'est un vol très rapide normalement, puisqu'en fait Frédéric Valentich va chercher des provisions pour des amis, enfin pour une fête, quelque chose comme ça. Et donc il décolle, il est censé arriver 60 minutes après à destination, il prend ce qu'il a à prendre, il revient et l'affaire est jouée. Sauf que là, ça va pas du tout se passer comme ça. C'est que au bout d'une demi-heure de vol, je crois, si mes souvenirs sont bons, il appelle la tour de contrôle pour dire qu'il y a un avion bizarre autour qu'il survole. Il ne sait pas ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas, il est inquiet. Le pilote demande s'il y a du trafic sur les 5000 pieds et la tour de contrôle répond par la négative. Au cours des minutes qui suivent, l'engin inconnu se précise. Il s'agit d'un grand objet métallique de couleur vert. Valentich n'a jamais rien vu de pareil. De plus en plus intrigué, il reprend contact avec l'aéroport de Melbourne. Il est alors 19h09. Il leur décrit l'appareil ainsi que sa trajectoire. Selon le pilote, le curieux engin semble tourner autour de son avion. À 19h11, Valentich reprend contact. Il est de plus en plus préoccupé. Cette fois, il mentionne à la tour de contrôle qu'il a l'intention de se rendre jusqu'à King Island, que l'étrange objet le suit toujours et que ce n'est pas un avion. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête et Frédéric Valentich disparaît, à jamais rayé de la surface de la planète. Et les recherches ne donneront jamais rien et on se demandera toujours ce qui est arrivé. Alors, est-ce qu'il a eu une hallucination? Ça paraît quand même peut-être un peu bizarre pour quelqu'un qui avait aucun problème, qui allait faire un vol de routine très court. Est-ce qu'il aurait rencontré un ovni qui, pour une raison ou pour une autre, aurait détruit son avion? Certains disent, est-ce qu'il n'a pas été enlevé? Tout simplement, est-ce que l'ovni l'aurait pas happé avec son avion? Les autorités concluront éventuellement que Valentich est mort dans des conditions inconnues. En 1925, une jeune Roumaine, Eleonora Zugon, commence à être la victime des attaques répétées d'une entité invisible qu'elle croit être le diable. Elle est giflée par des mains invisibles et des marques mystérieuses comme des morsures apparaissent sur son corps. Devant la gravité de son cas, des médecins décident de l'interner dans un asile de Tulpa en Roumanie. Mais les phénomènes dont est victime Eleonora Zugon ont trouvé écho dans la presse et bientôt toute l'Europe a entendu parler de la jeune Roumaine. C'est alors qu'entre en scène une comtesse, Zoe Vassilo-Serecki, elle-même d'origine roumaine. Elle s'est établie à Vienne où elle s'est découvert une véritable passion pour la parapsychologie. Lorsqu'elle entend parler de l'affaire Zugon, évidemment, sa curiosité est piquée à vif. Elle se rend en Roumanie où elle réussit à convaincre le père d'Eleonora, sa mère étant décédée quelques années plus tôt, de la laisser repartir avec elle. Dans les mois qui suivent, la jeune Roumaine est donc étudiée par les plus grands parapsychologues d'Europe, incluant bien sûr Harry Price, le plus grand psychologue britannique, qui les invite à visiter le laboratoire national de recherche psychique qui est situé à Londres. Dans des conditions optimum et devant des témoins, la jeune fille donc est victime de ces attaques. On la voit être giflée par des mains invisibles. On voit même des marques de doigts apparaître sur son corps. Et puis, lorsque la jeune femme, après des mois de ces attaques, lorsque la jeune femme, donc, a ses premières règles menstruelles, les phénomènes cessent instantanément. L'affaire Zugon est aujourd'hui considérée comme l'un des cas les plus étonnants de Poltergeist. Le mot Poltergeist signifie « esprit frappeur », terme d'ailleurs plutôt mal choisi quand on sait que les parapsychologues sont plutôt d'avis que les poltergeists sont des démonstrations involontaires de l'esprit du sujet. Les chercheurs pensent que les attaques dont a été victime la jeune Roumaine étaient provoquées inconsciemment par elle-même. L'adolescente était à ce point convaincue d'être victime du diable qu'elle aurait provoqué de manière psychosomatique les marques de doigts et de morsures. Pourquoi ces phénomènes se sont-ils arrêtés à la puberté? Le mystère reste entier.
Dans les cas de possession, il est possible que le comportement des victimes soit dû à leur propre conviction d'être possédées plutôt qu'à des entités invisibles venues des enfers. Nous savons que la jeune Anneliese Michel était persuadée d'être la proie d'esprits malfaisants. Il est certain que ses croyances ont influencé ses comportements. En termes de manifestation, croire être possédé peut s'avérer aussi efficace que d'être réellement possédé. Qu'en est-il par contre du jeune Walter Diaz? Nous ne le saurons probablement jamais. Se croyait-il possédé? Ses parents en tout cas l'ont cru et il en est mort. Les histoires d'ovnis comme l'affaire Inácio de Souza, la mort des hommes au masque de plomb ou la disparition de Frédéric Valentich offrent un peu plus de mordant aux enquêteurs, mais quel rôle ont pu jouer les ovnis et leurs occupants? Dans la littérature consacrée aux ovnis, les cas d'agression ou même de décès sont excessivement rares, mais suffisamment nombreux pour être préoccupants. Dans le Fire Officer Guide Disaster Control, la Bible des sapeurs-pompiers américains sur les méthodes d'intervention en cas de catastrophe, on retrouve un chapitre complet sur la question des ovnis. C'est une curiosité si on considère l'aspect didactique du document. Les auteurs reconnaissent que l'existence des ovnis demeure très controversée, mais qu'en l'absence d'une réponse définitive, mieux vaut s'en tenir loin. En 1967, à Falcon Lake, au Manitoba, un résident de Winnipeg, Stephen Michalak, a été sévèrement brûlé pour s'être approché trop près d'un ovni. L'engin qui s'était posé tout près de lui a littéralement mis le feu à ses vêtements à cause de ses gaz d'échappement, si je puis dire, et puis n'eût été de la rapidité d'esprit de Michalak de se rouler dans l'herbe pour éteindre les flammes, Stephen Michalak serait peut-être lui aussi mort de cause surnaturelle. Au chapitre du surnaturel, aucun phénomène n'est aussi inquiétant que celui de la combustion humaine spontanée. Le scénario est simple. Par un mécanisme inconnu de la science, le corps pourrait s'enflammer comme une torche. En quelques minutes, la victime serait réduite à un vulgaire paquet de cendres. Dans leur ouvrage, Jenny Randles et Peter Hough rapportent plus d'une centaine de cas où des hommes et des femmes ont littéralement été réduits en cendres par ce feu apparemment jailli de l'intérieur. Le 24 novembre 1979, la police de Bolingbrook, en Illinois, est appelée à se rendre au domicile d'une certaine Mme Béatrice Oski. La plaignante est la bru de Mme Oski. La femme raconte que, n'ayant pas eu de nouvelles de sa belle-mère depuis un certain temps, elle s'est rendue chez elle puis est entrée. À l'intérieur de la résidence, il régnait une odeur de brûlé, puis dans le salon, les murs étaient couverts de suie et au milieu, il y avait les restes d'un fauteuil carbonisé. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils font vite, bien sûr, le tour du propriétaire, et puis ils constatent au milieu du salon, parmi les ressorts du fauteuil carbonisé, des jambes, celles de Mme Oski. Il n'y a rien d'autre de brûlé, seul ce fauteuil où était apparemment assise Mme Oski quelques instants avant de prendre feu. S'enflammer comme une torche, cela peut paraître invraisemblable, mais il y a pourtant des victimes qui ont survécu à la combustion humaine spontanée, des privilégiés qui peuvent témoigner de cet incroyable phénomène. Le 19 juin 1980, une infirmière de Toronto, Marilyn O'Brien, se réveille et remarque aussitôt la présence d'une rougeur étrange sur sa hanche gauche. Cette marque est tout à fait indolore et ressemble à une brûlure. L'infirmière de 31 ans est persuadée que cette plaie n'était pas là la veille. Dans les heures qui suivent, la marque commence à suppurer et une autre, à peu près identique, se développe sur la jambe gauche. En plus de ces éruptions cutanées, Marilyn souffre de nausées et d'étourdissements. Inquiète, elle consulte l'un des médecins de l'hôpital. Ce dernier est catégorique. Les marques sont des brûlures au 3e degré. Pourtant, la jeune femme est certaine de ne pas s'être brûlée et rien dans son appartement aurait pu provoquer ce genre de blessure. C'est comme si son épiderme se consumait de lui-même. 5 mois de traitement seront nécessaires pour venir à bout de ces brûlures. Des brûlures nées de son propre corps. Le phénomène de la combustion humaine spontanée n'est pas nouveau. Dans Bleak House, l'auteur Charles Dickens raconte l'histoire d'un forgeron qui s'enflamme de l'intérieur à cause de son alcoolisme. Aujourd'hui, on sait que la consommation d'alcool
n'a rien à voir avec la combustion humaine spontanée. Alors, si ce n'est pas l'alcool, alors qu'est-ce que c'est? En 2000, le FBI a rendu public un rapport d'enquête sur la combustion humaine spontanée. L'intérêt du FBI pour le sujet remonte à 1951, lorsque ses services ont été appelés à enquêter sur le décès d'une sexagénaire, Mary Razor, dont les restes carbonisés, un petit tas de sang et un pied droit avaient été retrouvés dans son appartement de Saint-Pétersbourg, en Floride. Il faut dire que l'appartement de Mme Razor avait à peine souffert des flammes. Était-ce un cas de combustion humaine spontanée? Le FBI est catégorique. Non. En fait, le FBI rejette non seulement l'hypothèse de la combustion humaine spontanée dans ce cas très précis, mais dans tous les autres cas enquêtés par ses services. D'après le FBI, la plupart des décès seraient dus en fait à un phénomène connu des experts comme étant l'effet bougie. Dans le cas des combustions humaines spontanées, les experts croient donc que ce sont les vêtements des victimes qui ont d'abord pris feu par une source extérieure. Une source extérieure peut s'agir d'une cigarette, une allumette ou les flammes d'une cuisinière. Une fois évanouies, les vêtements de la victime auraient servi de mèche et les graisses corporelles, liquéfiées par la chaleur, auraient servi de combustible aux flammes, un peu comme une bougie. Plusieurs partisans des combustions humaines spontanées rejettent cette explication, affirmant que la chaleur générée par un tel feu ne pourrait pas réduire en cendres la victime. Dans la foulée, ils affirment que les flammes se seraient également propagées au reste de l'appartement. Erreur. Des démonstrations rigoureuses faites en chambre d'isolation montrent clairement que, dans un environnement sans courant d'air, les flammes à l'état de braise pourraient perdurer pendant des heures, et ce, sans se communiquer aux autres objets situés à proximité. Mieux encore, dans de telles conditions, la chaleur générée par le feu peut atteindre plusieurs milliers de degrés, une température suffisamment élevée pour réduire en cendres un individu. Si elle peut expliquer un certain nombre de prétendus cas de combustion humaine spontanée, l'effet bougie n'explique pas tout. Dans certains cas bien détaillés, les victimes ont été vues vivantes moins d'une heure avant d'être retrouvées en cendres. C'est notamment le cas de Mme Conway. Si les dépositions des témoins sont exactes, l'effet bougie ne peut plus être évoqué ici comme une solution, le temps écoulé étant trop court. Que dire également de ces quelques rares individus qui affirment avoir survécu à une combustion humaine spontanée? En 1974, un certain Jack Angel se présente dans un hôpital de Georgie. L'homme a l'avant-bras droit littéralement carbonisé et sa poitrine présente de graves brûlures. Sur le rapport médical, le médecin écrit que les blessures ont été provoquées par un feu intense, comme si les flammes venaient de l'intérieur. Tout comme Marilyn O'Brien, Jack Angel a apparemment survécu à une combustion humaine spontanée. Les combustions humaines spontanées sont très rares, mais certaines sont clairement documentées. Qu'est-ce que l'on peut essayer d'interpréter scientifiquement de ce phénomène? Soyons honnêtes, pour l'instant, absolument rien. Là non plus, on n'a pas accès au matériel d'étude. C'est rarissime. Et en plus, je crois que la science a peu d'intérêt envers ce genre de choses parce que c'est pas vendeur, parce que ça fait un peu philosophe, quasiment. Et c'est pour ça, probablement, que les scientifiques ne s'y intéresseraient pas. Et en plus, pour travailler, il faut des moyens financiers. Et je doute que des organismes subventionnaires investissent des fonds là-dedans. Je doute. Donc, c'est un peu laissé de côté. C'est sans doute pourquoi la solution nous échappe encore. Personne ne meurt réellement de cause surnaturelle. Par contre, les circonstances entourant certains décès sont si étonnantes qu'il est difficile de ne pas croire que des événements extraordinaires ont pu y jouer un rôle important. Ce sont ces circonstances qui ont fait fantasmer pendant des années les amateurs des célèbres X-Files et qui continuent d'alimenter les faits divers les plus surprenants. Peut-on réellement être victime d'entités invisibles? Doit-on craindre d'être attaqué par des ovnis? Ou de s'enflammer comme une torche? Au théâtre de l'invisible, c'est
C'est encore l'incertitude qui a le premier rôle.